c'est parce que le Niger a été abandonné par des pays frères de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est accroché pour sa survie et on ne peut rien dire. Il avait tout dit. Voilà les pays africains, avec des Africains qui se disent panafricanistes, qui ne demandent pas à leur chef d'État comment vous pouvez être 54 chefs d'État. Vous dites je suis panafricaniste, mais vous utilisez le franc CFA. Vous utilisez toujours le franc CFA. Vous ne sortez pas du franc CFA. Mais vous dites à bas la France-Afrique. Les jeunes disent ça. Mais les pères là, dès que tu leur dis que créez votre monnaie, et ils disent non, c'est bon là, et tout et tout. Mais ils vous jettent en route. Hein. J'avais vu ça en Mauritanie. Le président mauritanien avait dit, bon, on ne va plus utiliser le français, on ne va plus faire ceci et tout et tout et tout. Wow, vraiment, et tout ça. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que les autres étudiants en langue locale, lui, il envoyait ses enfants fréquenter à Paris. Parce qu'il savait que ils vont communiquer avec le monde entier à travers quelle langue. Regardez ce que Kagame a fait. C'est qu'il dit, nous allons enlever les langues. Mais qu'est-ce que Kagame a fait? Les gens oublient que Kagame, c'est un produit américain. Kagame est soutenu par des Américains. Mais lui, il a réussi à développer son pays. Pourquoi? Pourquoi il a réussi à développer le Rwanda? Et pourquoi nous autres, qui avons toutes les matières premières, ne réussissons pas? C'est-à-dire que les pays africains ont tout, mais ne réussissent pas. Même un quart du Rwanda. Kagame n'a pas fini le français. Il a dit, on fait à la fois le français, on fait l'anglais. L'anglais passe d'abord en tête. Et parce que d'ailleurs, partout au monde, hein, c'est l'anglais qui est la langue commerciale, la langue des affaires. Bon, après il dit, on met les langues nationales au Kenya, Rwanda, on met le Swahili. Et puis, je garde la coopération avec les autres. Aujourd'hui, l'un des meilleurs pions de la France en Afrique, c'est Kagame. Mais nous, on part. On ne parvient même pas à supprimer les frontières. On n'a pas de passeport commun. On n'a pas la monnaie, la petite monnaie. On va faire quoi maintenant? On va quitter le franc CFA pour aller au rouble, n'est-ce pas? Au rouble russe. C'est le rouble qu'on va utiliser. Bon, c'est ça le panafricanisme. Hein? Donc, c'est ça le panafricanisme. Moi, je préfère que les gens ne soient pas nombreux avec moi. Mais je suis là pour leur dire, nous avons vu ça avec la Chine. On nous avait chanté ça, que la Chine venait résoudre tous nos problèmes. Aujourd'hui, on a oublié la Chine. On a oublié la Chine. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord l'incompétence des dirigeants africains. Et ils vont multiplier les alliés. Dès qu'ils voient des gens qui veulent échouer ici, ils vont s'approcher là-bas. Mais vous avez vu comment Touadéra se lève et dit que vraiment nous remercions la Russie qui apporte la démocratie. Maman, la Russie apporte la démocratie. Le gars est en train de changer complètement sa constitution chez lui. Hein, pour se représenter à l'infini. Mais, Bachar al-Assad, mais, c'est un démocrate. Hein, donc on change les présidents là-bas en Syrie. Ou bien peut-être la Libye. Ou peut-être le Soudan, où la Russie est passée. Je ne sais pas si c'est les démocraties. Vous aussi dites-moi, vous savez que moi je viens seulement parler comme ça là, je ne connais même pas. Donc la Syrie là c'est une grande démocratie. Donc la République centrafricaine c'est une grande démocratie. Donc la Russie elle-même c'est une grande démocratie. Oui. Voilà ce que Touadéra est parti dire. Mais
aller en République centrafricaine. Où sont les routes? Où sont les écoles? Même l'armée, maintenant, il va pleurer auprès de Kagame, que donne-moi d'autres éléments. Qu'est-ce qu'il fait? La République centrafricaine, Bangui est devenu développé. Bon, vous aussi, filmez seulement Bangui, vous venez me montrer, hein, que vous voyez comment est-ce que Touadéra a réussi, non? Il a réussi, il a réussi, il a réussi. Et comme ça, moi aussi, je vais dire, au nom de Poutine et de Paul Biya, de Touadéra et de Sassou Nguesso, amen. Paul Biya, voilà ce qu'on appelle l'incarnation de la duplicité. Son arrivée en Russie montre quand même la fin des régimes. Un régime qui ne sait plus où donner la face. Mais derrière cette arrivée, il faut d'abord voir, elle est précipitée. Il était au sommet financier ici à Paris, avant d'arriver en Suisse, et bam, à 91 ans, il se retrouve en Russie. Il découvre donc la Russie à 91 ans. Mais depuis 41 ans, il ne s'est appuyé que sur la France. Pourquoi donc il va aujourd'hui en Russie? C'est parce que d'abord à Paris, il n'a rien obtenu. Et parce que aussi, derrière tout ça, il défend ses intérêts. Ses intérêts privés. Et surtout son jeu caché que les Camerounais ne connaissaient pas. On nous a dit que Paul Biya était le plus français ou encore le meilleur élève. C'est lui-même qui a dit de la France. Et tous les régimes qui se sont succédés n'ont fait que le soutenir. Mais pourquoi aujourd'hui, subitement, il se lève? C'est parce qu'il faut savoir que il y a la succession qui se joue au Cameroun. C'est depuis 2019 qu'après avoir trucidé tous les opposants, Paul Biya se disait, son enfant va prendre tranquillement le pouvoir. Sauf que des événements se sont enchaînés de telle sorte que il ne pouvait plus rester longtemps en cachette. Il fallait donc qu'il montre son vrai visage. Et c'est ce visage qu'on découvre donc aujourd'hui pour ses relations avec la Russie qui étaient cachées. Ces relations datent d'un certain temps.
puisque avant de voir que Biya a fait signer un document par le ministre délégué de la Défense avec, bien sûr, la Russie, et c'était à Moscou. Un document qui d'ailleurs avait failli être caché. Et ça, c'était en pleine crise. On a donc cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait signé cet accord sur 12 pages avec la Russie qui portait sur des accords militaires. Mais en réalité, il jouait depuis. Il jouait depuis pourquoi? Parce que avec le gaz du Cameroun, avec les matières premières du Cameroun, avec le pétrole du Cameroun, Paul Biya a toujours utilisé ça comme ses biens privés. Alors, il a cherché à manœuvrer avec la France. C'était GDF. En 2015, GDF annonce la construction d'un grand bateau qui peut transporter, enfin, 1 200 000 tonnes de gaz liquéfié. La France va construire une usine. On nous annonce ça en 2015. Sauf qu'entre-temps, la France a des accords avec la Chine. Toujours pour le gaz liquéfié. GDF, qui aujourd'hui s'appelle NJ, saisit donc cette opportunité d'aller d'abord chez les grands. Chez les grands là-bas, ils vont rester, ils vont dire, ils vont expliquer à Biya que, bon, tu sais, ton histoire de gaz liquéfié là, vraiment, ça ne rapporte pas pour l'instant et tout et tout. On attend d'abord. Biya, avec son ami Moudiki, vont trouver notre plan. C'est avec la Russie. C'est comme ça que Moudiki, qui est là depuis 1993, comme président de la SNH, sera lancé en cachette par Biya d'aller négocier avec Gazprom. Parce que la France annonce le 16 juillet qu'elle ne peut plus, c'est-à-dire que Gaz de France, GDF, ne peut plus exploiter par rapport à ceci qu'on met en stand-by, eh bien, l'autre cours, les Camerounais ne sont pas au courant pour négocier avec Gazprom. C'est-à-dire que Gazprom va accepter d'exploiter le gaz, tout le gaz du Cameroun. Ils vont signer les accords avec Biya. Ni la télé, ni Cameroun Tribune, personne n'en parle. Ça se fait entre Biya, Moudiki et Poutine. Gazprom, c'est la société d'État. Maintenant, on apprend que le gaz russe est souvent vendu en Espagne et vendu en Europe. Ça, tout le monde le sait. Mais sauf que on va se rendre compte que le gaz va quitter du Cameroun pour aller en Espagne, c'est-à-dire, nous sommes déjà dans les années après 2017. Ils vont à Valence. Ils déposent les gaz là-bas. C'est comme ça que le gaz quitte le Cameroun, alors qu'il était dit qu'on devait construire une usine au Cameroun. Ce qui aurait rapporté au Cameroun je ne sais combien de milliards. Parce qu'avec la construction de cette usine, le Cameroun, vous voyez quand vous regardez le Qatar, ils ont quoi? Quand vous regardez l'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est le gaz. Mais ils ont appelé que venez exploiter le gaz. Les Occidentaux, ils se sont partagés. Parce que nous regardons le Qatar et les autres, les pays arabes là, mais ils sont riches, non? Mais ils travaillent avec les Occidentaux. Mais Paul Biya préfère faire des choses en cachette. Quand il fait donc ça en cachette,
Voilà la guerre qui éclate. Les Camerounais ne sont au courant de rien. Que le gaz qui est vendu, quand ce gaz est vendu en Espagne, l'Union européenne sait que le gaz porte tout simplement la marque que c'est Gazprom. C'est-à-dire que ça vient de la Russie. Mais c'est curieusement, c'est livré à Valence. Or, c'est le gaz du Cameroun. Quand Poutine décide de couper et que les Européens doivent maintenant payer en roubles son gaz, Macron dit à foutez-nous le camp. Les Européens disent il n'y a pas de problème et tout. Parce que le Cameroun a le gaz. Le Cameroun va nous livrer le gaz. Nous allons exploiter ça. Nous allons exploiter le gaz du Cameroun. Parce que l'Algérie, c'est aussi un grand producteur de gaz. Mais le gaz du Cameroun est tellement important que je dis bien qu'on serait une superpuissance. Voilà pourquoi est-ce que Macron décide de venir au Cameroun. Le 26 juillet 2022, Macron arrive à Etoudi. Il dit à Biya, il faut augmenter la production du gaz par rapport à l'Union européenne et parce qu'on sait que le Cameroun produit déjà le gaz. Mais sauf que c'est là où Macron se rend quand même compte que non, Biya ne peut pas. Pourquoi? Parce que Biya avait signé un contrat avec la Russie pour 8 ans. Ce contrat devait finir en 2024. Macron pose les mains sur la tête. Il dit bon, en tout cas, après 2024, là, tu ne reconduis pas les accords et cette fois-ci, ce sera avec l'Union européenne. Paul Biya dit, ok, ça va. Paul Biya rebondit donc sur cette affaire que maintenant, l'Union européenne a besoin du gaz et que lui, le Cameroun dispose du gaz. C'est son gaz à lui. Macron ou la France ou les puissances ne peuvent pas trahir Paul Biya. Paul Biya va arriver au sommet de Paris. Sauf que, bien évidemment, au sommet de Paris, on ne peut pas donner quelque chose à Paul Biya par rapport à un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que le Cameroun est dans la liste grise. Depuis le 23 juin 2023, pendant que Paul Biya était là, on sort le Cameroun qu'il est dans la liste grise du GAFI, groupe des affaires financières. C'est une grande institution. Et dès que vous entrez là-bas, cela veut dire que le Cameroun est accusé de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme. Et si vous ne sortez pas, ils vous mettent dans la liste noire, ce qui signifie que vous ne pouvez plus obtenir de l'aide au niveau... Enfin, vous ne pouvez plus faire des crédits au niveau de la Banque mondiale, au niveau du FMI, au niveau de ceci et cela. Paul Biya est coincé. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne peut plus aller prendre de l'argent en Chine. Rappelez-vous, quand il est venu, quand cette histoire de la Chine est arrivée, on nous a dit, wow, Paul Biya, vraiment, il a fait de grands accords, il est parti en Chine, il y aura ceci et cela. Mais non, il n'a pas pu rembourser. Et aujourd'hui, le Cameroun est endetté. Ça fait que lorsque vous regardez tout simplement ce que le Cameroun a remboursé comme dette, en 2022, le Cameroun a remboursé 980 milliards de dettes. Mais dans tout ça, comme le Cameroun n'est pas crédible, le Cameroun prête avec un gros intérêt. Et les intérêts que le Cameroun a dû déverser étaient à 223 milliards. Donc, en une année, le Cameroun se retrouve presque en train de rembourser plus de 1150 milliards de dettes.
On ne peut pas continuer à te donner la dette, alors que tantôt on annule la dette ici, tu repars prendre la dette là, et tout et tout. Et quand on regarde le nombre d'intérêts que le Cameroun paye, c'est-à-dire que les intérêts du Cameroun sont élevés à 22,76%. C'est du jamais vu. Imaginez vous-même, vous partez dans une banque. On vous dit si on vous donne 100 francs, vous devez rembourser 126 francs. Vous pouvez vous en sortir. Sauf si vous prenez cet argent pour investir. Si Paul Biya prenait donc de l'argent pour investir, c'est-à-dire chercher à ce qu'il y ait des gazéoducs. Si Paul Biya, même quand il signait les accords avec la Russie, disait tout simplement ce que moi je veux, c'est des gazéoducs, et puis ces gazéoducs vont me permettre exactement ce que veut faire maintenant le Burkina Faso, même comme ils n'ont pas ce gaz du Cameroun là. Ils demandent juste une structure nucléaire pour avoir de l'électricité et vendre aux voisins. Paul Biya et le Cameroun allaient donner l'électricité au Nigeria qui en manque et qui est un pays industriel. On allait donner l'électricité au Tchad. On allait donner l'électricité à la République centrafricaine, au Gabon et partout. Il devait construire, si c'était un président qui pense pour l'avenir des enfants, il devait construire ces gazéoducs là où la Russie est spécialisée. Tu as la matière première, tu as le sous-sol, tu as tout. Pourquoi tu ne signes pas les accords comme ça? Que construis-moi ça? Et je nourris les autres, je donne aux autres. L'électricité du Cameroun devait être moins chère. On devait transformer ça sur place. Il devait avoir, comment vous voulez que vous créez une zone industrielle à Kribi? Vous avez du gaz chez vous. Et vous ne pouvez même pas réfléchir un tout petit instant. Vous avez du pétrole. Et vous êtes là avec Moudiki. Voilà la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que Paul Biya sait qu'il sera coincé. Il est coincé parce que maintenant on connaît son vrai jeu. Vous vous souvenez que l'affaire Glencore vient d'éclater en 2022, où, suite aux enquêtes menées aux États-Unis et aussi en Suisse, on découvre que le pétrole du Cameroun fait partie d'une mafia bien organisée où on a mouillé la barbe aux autorités camerounaises. Et qui dit autorité camerounaise dit Biya. Qui dit Biya? Qui dit autorité camerounaise dit Moudiki. Et qui dit Moudiki dit Biya. Chantal Biya. Il se retrouve trempé. On vous parle des milliards qui ont été donnés comme pot de vin. On sanctionne ces gens qui ont avoué d'avoir corrompu les autorités camerounaises. Et d'ailleurs, regardez, sur le pétrole du Cameroun, vous-même imaginez, on vous dit que Glencore, en 2021, a donné au Cameroun 18 milliards. 18 milliards seulement. Pas de dollars, hein. Francs CFA. Comment ça? Mais on vous dit que Sonara, on vous dit que seulement une entreprise camerounaise sur le pétrole, à partir du ravitaillement d'une seule centrale thermique, a reversé à l'État du Cameroun 123 milliards en un an. Mais Paul Biya va quand même prendre une entreprise internationale qui vous verse 18 milliards. À quoi bon donc aller chercher ces entreprises-là? C'est parce qu'ils sont donc en train de faire ce faux-là. Ils voient donc que les Occidentaux les ont attrapés. Avec tous ces vols, avec tous ces détournements, qui a le Gafi, qui dit que bon, si vous ne vous en sortez pas, ils disent oui, nous reconnaissons vraiment, on va faire des efforts là pour sortir de la corruption, pour sortir du blanchiment, pour sortir de ceci et cela. Mais ils se disent que, est-ce qu'on peut sortir nous du blanchiment? On ne peut pas vivre sans blanchiment. Ils voient que c'est déjà bloqué
en Suisse, là où l'ambassade du Cameroun est placée sous surveillance. Ils disent, Womo, puisque c'est Glencore qui servait à Paul Biya et à sa bande de bandits de faire des détournements. Voilà comment est-ce que il dit, merde, je m'en vais maintenant en Russie. Parce que là-bas, ils iront avec de l'argent comme ils veulent. Ils vont faire le blanchiment, ils vont faire ceci, ils vont faire ça. C'est aussi simple que ça. Parce que l'homme qui était supporté par les Européens, par les Occidentaux, en nous présentant que c'était pour la lutte contre le terrorisme. Et il s'avère aujourd'hui que les Occidentaux découvrent que de la même façon qu'il avait trahi à Idjou, de la même façon il est en train de leur faire le chantage. Et pour faire ce chantage, il se présente donc à Poutine comme étant le plus grand sauveur. Et qu'est-ce qu'il veut? Il présente donc Franck Biya. Avec cette option, nos accords arrivent à la fin, en 2024. La France me demande, avec l'Union européenne, de leur donner maintenant le gaz. Mais moi, je suis seulement venu vous dire, voici mon fils. Vous l'acceptez, vous l'adoubez, je valide les bêtises. Voilà notre donnant-donnant. Franck Biya, président. Ah oui, on est content. Après 41 ans, Paul Biya vient nous imposer son enfant à travers notre gaz. On est content que celui-là va aussi mettre 40 ans. Mais derrière ça, on fait semblant d'être panafricaniste. Est-ce que vous avez vu Franck Biya? Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Et quel est son réseau? C'est la question qu'il faut se poser. Où est-ce qu'il va nous conduire? Le panafricanisme, c'est après papa, c'est le fils. Le panafricanisme, c'est des mandats illimités. Le panafricanisme, c'est d'aller signer des contrats ou des accords pour des voyages sans visa. Le panafricanisme, c'est d'utiliser les matières premières pour sa famille. Le panafricanisme, c'est d'opposer la France, les États-Unis, contre le Cameroun, ou plutôt l'Union européenne contre le Cameroun. Paul Biya aurait pu faire comme Sassou Nguesso, comme Obiangema. Il pouvait bien faire ces choses en bas en bas. Il pouvait envoyer ses ministres comme il fait souvent. Mais lui-même prend ses deux pieds pour aller devant. Ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas pour nous. Paul Biya, 91 ans, veut sa succession par son enfant. Et la Russie ne sert que de paravent pour le soi-disant changement sans changement. Pour que nous soyons colonisés ad vitam aeternam dans une dynastie sans fin.
Franck Biya est donc comme un serpent à deux têtes, à l'instar de son père. Son père a bénéficié du soutien de la France. Et d'ailleurs, en 2019, plus particulièrement, le 11 avril, Cameroun Tribune titrait « Le soutien constant de Paris ». Et bien sûr, que c'est en ces termes-là que le premier sommet Russie-Afrique se tenait. Tous les autres présidents étaient partis, sauf Paul Biya, qui recevait plutôt Yves Le Drian à Yaoundé. Et tout le monde était content que Paul Biya n'est pas allé en Russie. Et que bien au contraire, il était fidèle et respecté par la France. Tout le monde se souvient comment est-ce qu'il y a eu des démarches lorsque cet ambassadeur, manquant d'expérience, était arrivé au Cameroun. C'était son deuxième poste. Christophe Guilou. Vint ensuite une véritable catastrophe sanitaire, qui était le Covid. Les présidents de la planète entière venaient auprès de leur population, faisaient des discours, prenaient bien sûr les devants pour essayer non seulement de temporiser, d'alerter, mais aussi d'assister en distribuant de l'argent qui d'ailleurs venait du FMI. Biya et ses ministres ont pris cet argent, ils ont détourné. Jusqu'à présent, malgré le rapport de la Chambre des comptes, personne n'est allé en prison. Paul Biya s'est assis sur le dossier. Lorsque le 15 avril 2020, l'opposant Maurice Kamto se lève, dit « Le Cameroun est abandonné à lui-même. On ne voit pas de président. » Depuis très longtemps, il saisit l'Assemblée nationale et demande la vacance du pouvoir. Immédiatement le 16 avril, c'est l'ambassadeur de France, Christophe Guilou, qui va tourner une scène de théâtre au palais d'Étudie, sous les caméras de la CRTV. Et quand il sort de là, c'est-à-dire le lendemain de la lettre de Maurice Kamto, et il se tient pour dire, il a vu le président, il se porte très bien, et il devient le communicateur de Paul Biya. À cette période, c'est lui qui allait à l'EMIA pour la sortie des officiers supérieurs. C'est lui qui allait à la CRTV expliquer ceci et cela. C'est lui qui était devenu le président intérimaire du Cameroun. La France était du côté de Biya, comme à chaque fois. Et puis, toujours dans cette optique, après avoir gagné, remporté son deuxième mandat, Macron, qui disait qu'il ne peut pas se frotter avec les dictateurs, était finalement convié sur la table de Biya. Et qui avait fait toutes ces démarches, c'est bien sûr l'ambassadeur Christophe Guilou. Macron accepta d'aller donc voir Biya. Le 26 juillet, Macron atterrit. Mais avant qu'il ne soit au Cameroun, tout Yaoundé est couvert de tracts, de banderoles, soi-disant des franquistes qui souhaitent la bienvenue à Emmanuel Macron. C'est là où on voit justement Franck Biya. Non seulement il sera reçu par Macron au Hilton, mais au palais, Paul Biya le présente à Macron. On voyait déjà venir. Le gré à gré était en train de se faire.
Macron est rentré en disant à Biya, j'ai vu, j'ai pris note. 2 jours après son anniversaire, le 40e, nous sommes le 8 novembre 2022. Macron envoie son représentant, le spécialiste des affaires africaines. On l'appelle Franck Paris. À cette époque, il avait 44 ans, mais très expérimenté, sorti de l'ENA, et surtout ayant travaillé sur des questions africaines depuis pratiquement 2008, et puis après avoir aussi été dans le cabinet de Yves Le Drian. C'est lui qui est Monsieur Afrique de Macron. Macron l'envoie. Parce qu'entre-temps, Macron a reçu, une fois de plus, une lettre signée Paul Biya, remise à l'ambassadeur de la France au Cameroun en la personne de Christophe Guilou. Dans la lettre, parce que Christophe Guilou avait été reçu par Biya, a étudié pendant 1h55. Pendant leur discussion, c'était sur la succession. Christophe Guilou lui avait dit qu'il ne pouvait pas porter ça verbalement. Il fallait une note écrite. Et c'est là où Paul Biya envoie cette note. Qui revient à Macron? Macron envoie donc Franck Paris, qui est reçu et étudié le 8 novembre 2022. 3 mois après le départ de Macron du Cameroun. Qu'est-ce qu'il venait faire? Et il discute avec Biya, où il dit ce serait difficile, selon le président Macron. Parce que ce que vous me dites là, voici la lettre. Le pli est fermé. Biya insiste. Il dit, moi je ne peux vous apporter qu'un message. Parce qu'entre-temps, au niveau du Quai d'Orsay, Macron a pris des renseignements. Et il y a un problème, c'est que Franck n'est connu de personne. Franck n'est pas populaire. Et au-delà de ça, il y a la crise anglophone. Et il y a l'Union européenne qui fait pression. Et il y a les États-Unis qui font pression. Entre-temps, c'est Macron qui bloquait tout pour que rien n'arrive à Biya. D'ailleurs, vous vous rappelez lorsque l'ambassade des États-Unis, pas l'autrichement de... pas l'ambassade des États-Unis, le secrétaire d'État américain, Tibor Nagy, il va d'ailleurs déclarer que nous sommes justement le 12 avril, après le cas du Soudan avec Bachar. Ce sera le Cameroun. Il va le déclarer. Macron va mettre des freins. Parce que d'abord, l'ambassade des États-Unis, suite à la crise anglophone, d'autant plus qu'un groupe catholique, des églises catholiques et protestantes avaient fait un rapport qu'ils avaient envoyé à l'ONU et aux États-Unis, disant que 170 villages ont été incendiés. Les États-Unis, par le truchement du Congrès, avaient décidé de saisir l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, pour l'intervention au Cameroun. Macron va intervenir pour bloquer. Et d'ailleurs, avant cela, les États-Unis avaient été obligés de couper l'aide qu'ils accordaient au Cameroun pour la sécurité. Cette aide devait s'élever à 17 millions de dollars. C'était une partie. Les États-Unis avaient d'ailleurs décidé, suite aux assassinats des enfants dans la lutte contre Boko Haram, de retirer leurs militaires. Entre-temps, dès que le dossier Cameroun arrivait, c'est la France qui bloquait. C'est Macron qui bloquait, qui disait « niet ». C'est Macron qui a accepté
justement que Biya nous vende cette espèce de fumée qu'on appelle dialogue national et surtout le statut particulier des deux régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Macron était toujours aux côtés de Biya, sachant que c'est le bras armé de la France, le bras de la stabilisation de l'Afrique centrale. Voilà donc que Macron, son envoyé spécial va lui dire, enfin, l'envoyé spécial de Macron va opposer un non catégorique. Biya ne se décourage pas. Entre-temps, il est déjà avec Franck Biya un peu partout. Ils descendent à Paris pour le sommet. Et là encore, Macron ne va pas recevoir Franck Biya. Ne va pas accepter. Franck Biya, pendant ce temps, a déjà construit un petit réseau de quelques hommes d'affaires, de quelques députés français. Mais ça ne marche pas. Le Quai d'Orsay n'est pas d'accord. L'argent qui coule, les institutions de Bretton Woods demandent à Biya de faire des réformes. Et surtout, étant au Cameroun, Macron avait déjà dit à Biya, Monsieur le Président, faites votre mandat. Et après, venez avec de nouvelles têtes. Macron était avec les Achille Mbembe. Macron avait une liste de Camerounais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Il a remis à Paul Biya. Il lui a dit, voici des Camerounais que vous pouvez trouver dans le monde entier. Faites-les travailler avec vous. Ça n'avance pas. Biya lui avait dit, oui. Quand il est parti, il a pris ça, il a mis dans la poubelle. Lui, son affaire, c'est Franck Biya. Avec l'affaire des franquistes. Le voilà donc qui court au niveau de la Russie. Et le terrain, pendant ce temps, était préparé. Comment est-ce que le terrain était préparé? Sur les photos, vous avez vu Tabou. Tabou, c'est qui? Tabou, c'est le patron d'Afrique Média, dont le seul travail est de dénigrer la France et de vendre la Russie. Afrique Média fait partie d'un réseau. Ce réseau, c'est le TAS, qui a organisé derrière, on ne vous a pas montré, le forum des médias. Même à Scotty, c'était la même chose. C'est à travers le TAS qu'on finance aussi certains activistes. Vous allez voir, ils vont sortir sur Facebook, dire, bon, il y a ceci, cela, non, nous on veut ceci, on veut cela. Vous allez dire, mais attendez. Et bien évidemment, ils sont très écoutés. Et les Africains applaudissent. Puis les Africains ne vont jamais vous dire que voilà une route qui a été construite ici. Non. On veut seulement que, non, je suis d'accord. Les puissances impérialistes s'en aillent. Mais regardez qui on installe après. Justin Tabou, vous l'avez vu sur les photos avec Franck Biya. Voilà donc son raison. Côté français, Franck Biya a activé Yannick Noah. C'est-à-dire que vous avez ici Tabou, qui utilise tous les journalistes là. Vous avez eu David non? Il était à côté de lui. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. On nous dit n'écoutez pas tel média, mais écoutons maintenant ceci. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Les mêmes gens que vous voyez là, c'est eux qui sont contre Samuel Eto'o. On vous distrait donc avec l'affaire Eto'o. Pendant ce temps, Franck Biya va nayor. Lors de la réception, il a été discrètement présenté par Biya à Poutine.
valider le gré à gré. Et vous serez surpris. Vous allez applaudir. Wow, vive Poutine, vive. Vous allez, cela veut dire, vive Frandia. Enregistrez cette émission. Voilà ce réseau qui est donc là. Vous voyez subitement un défidant qui est à côté. Vous voyez tous les autres. Ils font un sommet. Même Xavier Messé, il était là-bas. Les journalistes étaient là-bas. Mais quand on va dans un sommet économique, on va avec des hommes d'affaires.